Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. En France, les ONG remettent la pression sur les banques. À l'occasion de la journée de la finance verte, ce jeudi, Oxfam a publié son rapport. Selon elle, leurs financements vont conduire à un réchauffement de 4 degrés d'ici 2100. Des chiffres contestés par les banques qui préfèrent mettre en avant les 41 milliards d'euros investis dans le renouvelable l'an passé. Bataille de chiffres ou efforts insuffisants? Les banques tiennent-elles leurs objectifs pour la planète? On en parle avec mes invités. Alexandre Poidatz, auteur du rapport d'Oxfam. Benjamin Coriat, professeur à Paris 13, auteur de L'âge de l'Anthropocène et le bien commun aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Boris Lombard, président de l'entreprise KSB France. Rebonjour et bonjour à tous les trois. Bonjour. On commence avec vous, Alexandre Poidatz, auteur du rapport. Alors après le charbon, vous réclamez aux banques les mêmes efforts sur le gaz et sur le pétrole. Selon vous, les prêts accordés aux entreprises dans le gaz et le pétrole, c'est 40% des émissions de CO2 de leur portefeuille. Les banques contestent votre méthode de calcul et jugent que le chiffre de 4 degrés s'appuie sur l'hypothèse d'une poursuite des activités à l'identique jusqu'à 2100, ce qui n'est pas conforme à leurs objectifs. Que leur répondez-vous? Quelles sont vos sources? Alors d'une part, nos sources viennent d'un cabinet, un cabinet qui fournit des données aux entreprises et qui conseille ces mêmes entreprises et également les banques concernées dans l'étude pour la transition écologique. Ce cabinet s'appelle Carbone 4 Finance et a été cofondé par 2 membres du Haut Conseil pour le climat. D'autre part, les critiques des banques ne sont pas forcément justes puisque nous prenons en compte leurs engagements d'aujourd'hui et les engagements qui nous emmènent dans un monde de demain, c'est-à-dire quels engagements les banques prennent aujourd'hui pour le monde de demain. Or, lorsqu'on prend en compte le calcul de 4 degrés, cela prend en compte leurs engagements d'aujourd'hui qui ne se limitent qu'au charbon et qui sont donc insuffisants. Ils devraient s'attaquer également à d'autres secteurs d'activité. La Société Générale a annoncé précisément cette semaine qu'elle réduira son exposition à l'extraction du pétrole et du gaz de 10% d'ici 2025. Vous y croyez ? Alors, on y croit effectivement, c'est possible, mais ce n'est pas suffisant, pour 3 raisons. La première raison, c'est que la Société Générale ne souhaite réduire son exposition au secteur du pétrole et du gaz que pour tout ce qui est activité d'extraction. Mais ça ne concerne pas le transport et la transformation qui concernent 50% de l'industrie. Deuxièmement, ce ne sont pas tous les outils financiers de la Société Générale qui sont concernés. Donc la Société Générale pourra continuer à faire pourra dire « je refuse de prêter à une entreprise », mais aider cette entreprise via des émissions de nouvelles actions et d'obligations sur les marchés financiers. On peut mieux faire. Le troisième point est... Pardon ? Peut mieux faire, excusez-moi, continuez. Peut mieux faire, c'est ça. Et enfin, le troisième point, c'est surtout que la Société Générale doit s'engager avec ses clients. Elle ne doit pas juste se délaisser de certains actifs, elle doit pouvoir demander aux entreprises qu'elle finance d'avoir des plans de sortie du pétrole et du gaz et de changer de modèle. Les banques françaises l'ont fait sur le charbon. Elles demandent aux banques françaises d'avoir des plans de sortie d'ici 2030-2040. Nous, on demande à ce que les banques françaises, y compris Société Générale, puissent demander aux entreprises d'avoir des plans de sortie du pétrole et du gaz d'ici 2040-2050. Mais vous comprenez qu'il est très difficile, très coûteux de réorienter ces portefeuilles, ça prend du temps. Vous comprenez les difficultés, je pense aussi bien aux banques qui aujourd'hui traversent une vraie crise structurelle, licencient des milliers d'emplois. De même Exxon, le groupe américain de pétrole, aujourd'hui annonce des milliers d'emplois détruits. Vous comprenez ces difficultés ? On comprend totalement ces difficultés. Et c'est pour ça qu'on propose un changement de modèle et qu'on puisse anticiper le modèle à venir. Le prochain modèle à venir, il est écologique, il est vert. La création d'emplois, ce seront dans des domaines de la transition écologique. Donc la crise, elle montre à la fois la fragilité des entreprises d'aujourd'hui et des investissements des banques dans ces activités économiques qui ne correspondent pas à l'économie de demain. Boris Lombard, j'aimerais vous faire réagir. La fin du pétrole, la fin du gaz, c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous vous y préparez en tant qu'industriel ? On s'y prépare. On se prépare par exemple à l'hydrogène, qui est quelque chose qui peut nous intéresser, notamment sur notre usine dont je parlais tout à l'heure, qui aujourd'hui sert le secteur du gaz naturel liquéfié. Donc effectivement, on est engagé dans ce domaine-là. Je crois qu'il n'y a pas un industriel aujourd'hui qui ne comprend pas l'enjeu de la transition écologique. Et j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs, à la fois les acteurs publics, mais aussi
aussi les acteurs privés sont engagés. Nous avons, alors ça ne concerne pas nécessairement le gaz et le pétrole, mais nous avons dans le domaine des économies d'énergie réalisé déjà un certain nombre d'activités avec le concours de l'Union européenne qui fait également depuis des années d'ores et déjà évoluer sa réglementation. Et je crois que la réglementation est aussi un levier important pour pouvoir accélérer cette transition écologique. Très brièvement, Alexandre Poidat, je vous voyais réagir. Oui, on est d'accord, mais surtout, au-delà de certains modèles qu'il faut réorienter, il faut aussi dire qu'il y a certains modèles d'activité aujourd'hui qui ne sont plus tenables dans un cadre de limite planétaire, de respect de l'environnement. Donc si on prend l'exemple du pétrole et du gaz de schiste, aujourd'hui, ce qu'on demande aux acteurs financiers privés ou aux entreprises actives dans ce secteur, c'est de cesser ces activités. Le pétrole et le gaz de schiste n'ont plus lieu d'être. Benjamin Coriat, vous approuvez ? Oui, j'approuve tout à fait. On arrive absolument aux limites du modèle productiviste et extractiviste dans lequel nous sommes. Je veux dire, on en a des indications de tous les côtés. Il faut absolument sortir de ce modèle. Et ce qui a été dit est tout à fait juste, en tout cas je le partage, à savoir, il y a des activités qui vont décliner, et ça serait bien qu'on organise ce déclin en l'accompagnant, et il y a des activités qui vont croître. Et donc il faut aussi accompagner la montée en puissance de ce qui va prendre la place de ce qu'on a aujourd'hui. Je voudrais juste rajouter un mot. Moi, ce qui m'inquiète le plus, je partage les inquiétudes, par exemple, d'Oxfam, et je suis sûr de notre ami industriel, sur le fait qu'il faut préparer la transition, je veux dire, d'un certain nombre d'activités à d'autres activités. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le risque auquel on assiste maintenant de financiarisation de la nature. Alors, je m'explique. De plus en plus, on a maintenant des bourses qui se constituent, qui sont tenues par des banques privées, qui visent à faire ce qu'on appelle de la compensation écologique. C'est-à-dire que si vous détruisez des flamants roses quelque part, vous allez pouvoir acheter des tigres du Bengale que vous allez remettre au Bengale. Comme si l'écosystème de flamants roses, il allait être réparé pour autant, et comme si l'écosystème du Bengale avec deux tigres en plus, il allait être restauré. C'est ça le danger principal que fait peser aujourd'hui la finance. C'est, au lieu de préserver les écosystèmes, trouver un moyen que les humains vivent en paix avec les écosystèmes, financiariser la nature, la monétariser, comme si ça pouvait être la solution au problème. En fait, c'est accroître le problème. Oui, je vois hocher effectivement Alexandre Poidat. Boris Lombard, je voudrais revenir sur le cas de votre entreprise. Depuis 2013, vous fabriquez des pompes moins gourmandes en énergie, et ça vient d'une obligation qui a été imposée par l'Union européenne pour obtenir le label CE. Aujourd'hui, vous diriez que ce lourd investissement à payer, et comment faire pour que la transition énergétique fonctionne au sein d'une entreprise ? Je crois que là, on a typiquement un modèle très vertueux, une volonté politique au départ de l'Europe d'aller vers des produits moins gourmands en termes de consommation électrique, et puis un travail de concert avec l'ensemble de la profession pour pouvoir mettre en place une réglementation contraignante, mais accessible. Donc, entre les pompes que l'on fabriquait en 2012 et les pompes que l'on a fabriquées en 2013, il y a 80% de gains d'efficience. Des pompes, il y en a partout. On a calculé que sur les pompes qui étaient concernées, qui étaient en l'occurrence les pompes qu'on utilise dans le chauffage central, l'économie réalisée à horizon 2020, c'était 23 TWh par an, ce qui correspond à la consommation annuelle d'un pays comme l'Irlande. Donc ce n'est pas rien. Et le modèle se poursuit avec d'autres types de pompes et de matériel. Donc je crois que là, oui, il y a un modèle vertueux. Il faut aller dans ce sens où la réglementation de concert avec les industriels permet d'accélérer la transition écologique pour le bénéfice du consommateur, pour le bénéfice des industriels aussi. Vous diriez que ce modèle gagnant-gagnant que vous décrivez, il est transposable dans le monde de la finance ? Alors ça, je ne sais pas, parce que je crois que là, j'atteins les limites de mes compétences sur un secteur qui n'est pas le mien, mais en tout cas, c'est le modèle qui me paraît le plus vertueux aujourd'hui pour engager l'ensemble de l'industrie vers
une industrie beaucoup plus vertueuse et atteindre la neutralité carbone que vise l'Europe à l'horizon 2050. Alexandre Poidat, il y a une autre donnée qui ressort de votre rapport, c'est la responsabilité du consommateur. Expliquez-nous très rapidement. Oui, ce qu'on a constaté, c'est que en réalité, notre premier poste d'émission de gaz à effet de serre en tant que citoyen, ce n'est pas notre consommation, c'est l'argent en banque. C'est-à-dire que nous émettons plus de gaz à effet de serre lorsque nous plaçons notre argent en banque que via nos transports, notre alimentation, etc. en une année. Donc, ce qu'on constate derrière, c'est qu'il y a une volonté et une possibilité d'action collective et que les citoyens doivent s'emparer de ce sujet pour aller voir leur conseiller bancaire et leur demander des comptes. Benjamin Corriat, la régulation ou la réglementation, elle doit être mondiale. Est-ce qu'à l'échelle d'un pays, finalement, ça n'est pas efficace? C'est un petit peu l'argument que donnent les entreprises régulièrement dans la finance comme ailleurs. Oui, écoutez, l'argument consistant à dire il faut que tout le monde soit d'accord pour commencer à faire les choses, c'est un argument qui vise à justifier de ne rien faire. Parce que tout le monde ne sera jamais d'accord. Par exemple, l'Arabie Saoudite va jamais signer des accords sur une taxe carbone. Il faut être un tout petit peu sérieux. Donc je pense que la seule solution possible, c'est ce que certains auteurs très axés sur la question de changement climatique appellent former des coalitions polycentriques. Ça veut dire qu'il faut que, autour de certains objectifs, comme l'abaissement des gaz à effet de serre, mais d'autres, préservation de la biodiversité, etc., on ait des coalitions qui, au départ, peuvent être tout à fait hétérogènes, c'est-à-dire des États, des ONG, des entreprises, des villes, des collectivités régionales, territoriales, qui se mettent d'accord sur des objectifs et qui les pratiquent. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que c'est ce qu'est devenu la COP 21. Lorsque Trump a décidé de quitter les accords, enfin de ne plus les respecter, une quarantaine de villes aux États-Unis ont dit nous allons continuer. Et donc en fait la COP 21 est devenue une coalition polycentrique. Donc travaillons à les renforcer. Je pense que voilà, il ne faut pas s'abstenir en attendant un accord général. On vous a compris. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.